Entre 10 h et 11 h en Normandie, eh bien, le temps n'est pas tout à fait calme, évidemment. Et beaucoup de mouvements, notamment, se déroulent du côté de Yéville. On le rappelle, un petit peu plus tôt dans la matinée, le 506e régiment de parachutistes a pu détruire la batterie de Brécourt, située juste à proximité du manoir de Brécourt, sur la commune de Sainte-Marie-du-Mont. Cette batterie d'artillerie était là pour protéger la sortie numéro 2 de Utah Beach et tirait notamment sur la plage de la Madeleine, avec ses canons de 205 mm. Elle sera détruite notamment, hein, par la célèbre compagnie la Easy Company du 506e régiment de parachutistes, commandée à ce moment-là par le lieutenant Dick Winters. Donc cette batterie va être détruite. 10 h, 11 h, les hommes du 506e régiment de parachutistes vont notamment prendre possession du manoir de Brécourt, et vont pouvoir également rentrer à l'intérieur du bourg de Sainte-Marie-du-Mont. Donc on est globalement à 200 mètres de différence entre le manoir de Brécourt et le bourg de Sainte-Marie-du-Mont. Vont également se dérouler, eh bien, les mouvements de troupes, sur des mouvements de troupes allemandes depuis 40 ans en direction de la route de Sainte-Marie-du-Mont. Donc depuis 40 ans jusqu'à Vierville, Angoville, Vierville, eh bien, vont arriver des premiers éléments du 6e régiment de parachutistes allemands. Et là, eh bien, les hommes du 506e régiment vont également devoir faire face à ces hommes, parce qu'ils sont positionnés un petit peu partout, hein, sur la commune de Yéville notamment, et sur la commune de Vierville. Différents combats auront lieu, sur différentes maisons. Toutes les maisons que vous avez sur la route en direction, du bourg de Sainte-Marie depuis 40 ans, eh bien, différents combats auront lieu, parce que la plupart de ces maisons, qui sont pour certaines des manoirs assez importants, hébergeaient des unités, des soldats allemands, que ce soit dans les écuries ou des officiers allemands. Et donc, eh bien, différentes escarmouches auront lieu, les premiers tués notamment. L'installation, du quartier général de Bob Sink, le commandant du 506e régiment de parachutistes, sur la commune de Yéville, à Culloville très exactement. On va avoir également l'installation, de son quartier général, hein, sur la ferme de la Baumée. Une infirmerie, va être installée également, dans ce quartier, l'infirmerie de Doc Lage, qui était le chirurgien, du 2e bataillon du 502, rattaché à la compagnie F. Doc Lage, va installer son quartier général juste derrière la batterie du Holdy, donc toujours sur la commune de Sainte-Marie-du-Mont, et vont commencer à prendre en charge les différents blessés. On a des antennes de secours qui se créent un petit peu partout comme ça, de manière à prendre en charge, eh bien, ces premiers parachutistes. Une antenne de secours, une des plus connues évidemment, dans le secteur, ça va être celle de Angoville-au-Plein. L'église d'Angoville-au-Plein, ce petit village de quelques âmes, hein, à ce moment-là, en 1944, eh bien, l'église va être réquisitionnée, je dirais, par deux infirmiers, Bob Wright et Kenneth Moore, deux infirmiers du 501e régiment de parachutistes, qui vont décider d'installer leur infirmerie directement au sein même de l'église d'Angoville-au-Plein. Pendant toute la journée du 6 juin, ces deux infirmiers, Bob Wright et Kenneth Moore, vont soigner sans distinction, soldats allemands et soldats américains. La seule règle que vont imposer ces deux infirmiers, ce sera de laisser toutes les armes à l'extérieur de l'église. Si vous voulez rentrer dans l'église, d'accord. Si vous voulez être soigné, d'accord. Mais vous devez laisser vos armes à l'extérieur. Cette règle, elle va être respectée notamment parce que le village d'Angoville-au-Plein va être dans un premier temps, dans la matinée du 6 juin, autour de, justement, hein, dans ces heures-là, 10 h, 11 h, va être pris par les Américains. Dans la journée du 6 juin, dans l'heure de midi notamment, début d'après-midi, le village d'Angoville va être repris par des unités allemandes, et notamment par les parachutistes allemands du 6e régiment de parachutistes. Et finalement, pour être relibéré dans la fin de journée du 6 juin. Mais tout le temps que ce village était au milieu des combats, eh bien l'église est restée un lieu de paix, si je puis dire, un lieu de sécurité pour ces hommes qui étaient blessés, ces gars qui étaient en train de combattre. Et même pendant que les unités allemandes avaient repris le village d'Angoville, les deux infirmiers, Bob Wright et Kenneth Moore, vont continuer d'œuvrer pour le bien de ces différents hommes. Et à savoir que la particularité de l'église d'Angoville et de cette infirmerie, c'est qu'aucun de ces hommes qui vont y être soignés vont mourir dans l'église. C'est la particularité de cette aid station, c'est qu'il n'y aura aucun mort à l'intérieur, de l'église d'Angoville. Un civil également, va y être soigné, un petit Normand, il sera soigné
dans la journée. Donc, et d'ailleurs, Bob Wright et Kenneth More seront récompensés hein, pendant la cérémonie sur la place de la République à 40 ans, plus tard, hein, à la mi-juin, le 23 juin 1944, lors de la cérémonie de la place de la République, Bob Wright et Kenneth More seront récompensés pour cette action d'avoir soigné, alors qu'ils étaient en plein combat, le maximum de soldats, et notamment 80 soldats auront été soignés par ces deux infirmiers du 501e régiment de para. Donc voilà, ouais, c'est un moment très important pour ces hommes qui vont vivre leur baptême du feu, mais qui vont à ce moment-là aussi bien, devoir avoir leur première blessure, espérer pouvoir retourner en Angleterre. Et ils vont trouver un petit peu de réconfort, notamment grâce à ces infirmiers et aussi évidemment grâce à un alcool local qui sera trouvé un petit peu partout ici, hein, le Calvados. Ça, on en reparlera un petit peu plus tard dans la journée, lorsque les Américains vont pouvoir découvrir les mets locaux. 10 heures sur Utah Beach. Alors que les bombardements allemands se dissipent, à la surprise générale des troupes américaines, tout le monde s'est terré là où il a pu au moment où les premiers obus sont tombés. Le lieutenant Yancke est particulièrement inquiet puisqu'il sent qu'il a été blessé au côté, il a peur d'être éventré, il sent le sang couler sur son uniforme. La blessure n'est pas aussi grave qu'il le présumait. Il parvient à se panser d'ailleurs assez rapidement, aidé par la suite par le sergent qu'il surveillait et par certains médics. Et il est donc mis en arrière de la zone jusque-là exposée, tandis que l'accalmie s'installe et que les tirs d'artillerie cessent. Alors, un événement pour le peu anecdotique survient quelques minutes plus tard. Un général américain passe à proximité de l'endroit où sont rassemblés les prisonniers, signalant d'ailleurs au passage que les Américains avaient, entre guillemets, fait les choses bien, puisque les officiers étaient séparés de la troupe. Ils n'avaient pas souhaité les regrouper alors qu'ils étaient finalement peu nombreux. Et au moment où le général, en l'occurrence le général Roosevelt, passe à proximité de cet officier blessé, plutôt, nous dirions, dans un sale état, le réflexe de Yancke est bien évidemment de faire un geste de respect à l'égard de l'officier supérieur et de le saluer. Roosevelt l'observe, lui rend péniblement son salut, mais par contre se tourne vers ses ordonnances en leur indiquant qu'il va falloir songer à évacuer les blessés et les prisonniers. Alors à partir de là, on annonce à Yancke qu'il va gagner un navire et qu'il va être évacué du front. Un soldat américain, souriant, lui dit « Pour vous, la guerre est finie, vous êtes désormais prisonnier de guerre », dans un allemand tout à fait parfait pour l'époque. Donc Yancke, en bon soldat de l'infanterie, commence d'abord par enlever ses chaussures, enlever ses chaussettes. Un fantassin ne mouille pas ses chaussures, c'est son outil le plus précieux. Il va donc grimper dans une chaloupe, là encore, séparé des soldats, et rejoindre un destroyer où il va être accueilli de façon un petit peu rude, parce que, n'oublions pas qu'il est quand même blessé, au moment où il met le pied à l'intérieur sur le navire, un marin qui est à proximité ne trouve rien de mieux que justement de lui décocher un grand coup de pied pour le faire tomber. À ce moment-là, donc les chaussures bien sûr tombent, mais surtout sa blessure se rouvre, il souffre. Arthur Yancke se redresse péniblement, pendant que le marin en question se fait recadrer par des officiers et que d'autres marins se précipitent pour le redresser. Alors il faut reconnaître au passage que la fameuse croix de chevalier dont nous avons parlé a certainement créé son effet, puisque les officiers convient Yancke à s'asseoir à leur table. Et là, notre homme est toujours dans l'incertitude, il ne parvient pas à comprendre comment pareils événements ont pu se dérouler en l'espace de quelques heures. Comment est-ce possible? Comment une telle armada a-t-elle pu être rassemblée au large des côtes du Cotentin sans que personne ne puisse le voir? Comment une telle flotte a pu acheminer autant de troupes sur le littoral normand? Comment est-ce qu'un appui aérien aussi conséquent a pu également jouer le rôle dévastateur qu'on connaît? Comment l'information n'a-t-elle pas filtré? Comment sont-ils parvenus à débarquer alors que le temps était exécrable? Comment sont-ils parvenus à débarquer alors qu'il y avait 800 mètres de plage? Ces questions trottent dans la tête de Yancke.
et il n'en a pas la réponse, mais pour lui, la guerre est terminée. Alors loin de là, celui qui finalement est responsable de tout ça, qui d'une certaine manière est responsable de la situation de Janke, de sa blessure et de tous les événements dont nous venons de parler, Adolf Hitler vient à peine de se réveiller.